Paris n'a que 3 jours d'autonomie alimentaire. Donc si Rungis, en gros, n'était plus approvisionné par des camions, voilà, on serait très vite affamé, ça c'est sûr, en Île-de-France. Donc ça donne une idée quand même de notre dépendance justement par rapport à des zones de production qui sont au mieux les Pays de la Loire par exemple, qui est une zone de production importante au sud de Paris, mais plus directement de l'Andalousie par exemple, ou d'autres zones de production en Europe qui nous approvisionnent chaque jour. La gouvernance alimentaire, c'est l'idée de réfléchir à l'approvisionnement d'un territoire, alors de manière concertée, c'est-à-dire à la fois avec les habitants, les services des villes et l'ensemble des acteurs qui sont concernés, donc notamment les entreprises aussi de restauration qui travaillent dans le secteur de la restauration collective. Et de voir comment on peut rendre ces territoires résilients, ce qu'on appelle, c'est-à-dire, en tout cas le plus résilient possible, c'est-à-dire le moins dépendant possible, notamment du pétrole, et donc c'est-à-dire de transport, pour amener donc la nourriture sur le territoire, et également pour la produire, puisque l'agriculture industrielle est très consommatrice aussi, évidemment, très dépendante du pétrole. Donc cette question de la gouvernance alimentaire, elle est souvent reliée donc, à la notion de résilience des territoires et à l'idée de sortir de la dépendance des matières fossiles dont on sait qu'elles sont vouées à diminuer, même si les gaz de schiste au plan international ont changé un peu la donne, en tout cas aux États-Unis, mais pour le moment il n'est pas question d'exploiter les gaz de schiste et on espère que ça ne viendra jamais en France. Donc c'est à la fois donc, essayer de voir comment on peut trouver des producteurs à une distance relativement faible pour donc, limiter les temps de transport. Comment est-ce qu'on peut développer les activités de production sur le territoire lui-même, sachant qu'évidemment dans les zones densément peuplées et densément construites, il n'est pas évident de trouver des hectares et des hectares pour produire, et sachant aussi qu'il y a un certain nombre de plantes qui rentrent dans notre régime alimentaire, par exemple, qui ne peuvent pas être produites en Île-de-France parce que le climat ne s'y prête pas ou parce que les sols ne sont pas adaptés. Donc il est évident qu'on ne pourra jamais, pour l'instant en tout cas, avoir des cacaoyers ou des caféiers en Île-de-France. Voilà. Mais être plus autonome par exemple et reconstituer sur les légumes et reconstituer une ceinture maraîchère comme elle existait, ça relève vraiment de décisions politiques par exemple. L'Île-de-France avait une ceinture maraîchère importante au XIXe siècle encore et jusque dans la première moitié du XXe siècle. L'urbanisation d'après-guerre, d'après la Deuxième Guerre mondiale, a donc supprimé beaucoup de terrains maraîchers en Île-de-France. Toutes ces terres qui ont été perdues dans l'ancienne ceinture maraîchère autour de Paris, c'est une perte irrémédiable. Hein. Et on se retrouve en Île-de-France avec les mêmes difficultés qu'ailleurs dans le monde où les sols fertiles en fait, sont construits, sont imperméabilisés. Et où des années et des années, des générations et des générations qui ont cultivé là en fait, et qui ont amendé les sols et qui ont enrichi ces sols et donné de la valeur à ces sols, où tout ce travail est perdu en un rien de temps en fait. Et ça pose vraiment des questions, moi je trouve, qui sont des questions très profondes aussi, parce que encore une fois, un sol fertile, c'est pas une construction, quoi. C'est pas quelque chose qu'on déplace si facilement, c'est pas du court terme, hein. Voilà. On s'inscrit dans du long terme.